invité aujourd'hui est le plus gros chat jamais connu, Johann Sfar, l'auteur du célèbre Chat du rabbin, dont le dernier tome 11, La Bible pour les chats, vient de sortir. Romancier, auteur de BD, scénariste ou encore réalisateur, il sort aussi le tome 2 de sa BD Le Ministère Secret, Tremblay en France, avec Mathieu Sapin aux éditions Dupuis. Une jolie table ronde autour de ces deux œuvres qui vont nous permettre de creuser davantage la personnalité complexe ou pas du plus religieux des non-religieux. Johann Sfar est mon invité aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom. Mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin. Zlabia, c'est ma mère. Bonjour Johann Sfar. Bonjour. On dit de vous, Johann Sfar, que vous ne savez pas vous contenter d'une seule actualité. Le 11e tome du Chat du rabbin chez Dargaud vient de sortir, en même temps que le second tome du Ministère Secret, qui est sorti donc il y a quelques jours chez Dupuis. Il est accompagné par Mathieu Sapin au dessin. Vous avez plus de 150 albums en stock. Est-ce que vous dessinez un peu comme certaines femmes font des achats compulsifs ? Je fais aussi des achats compulsifs, donc il faut que je fasse beaucoup de livres, sinon je peux plus faire d'achats compulsifs. C'est ça. Non, je dessine tout le temps, c'est ma passion, et en plus ça me repose de dessiner, c'est pas fatigant pour moi. Vous dites que dessiner pour respirer, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure en off. Est-ce que c'est ça aussi un peu votre philosophie de vie ? Oui, c'est comme les gros fumeurs. Moi, c'est pas la cigarette, c'est le crayon, mais je peux pas le lâcher. Alors nous allons parler de vos œuvres bien sûr, mais d'abord vous êtes né en 1971 à Nice dans une famille ashkénaze et séfarade, vous ne le cachez pas, à la fois qui vous apprend la culture juive, l'hébreu, les préceptes de la Torah, tout en étant à l'école publique, et très tôt vous inventez et dessinez des histoires en attendant que maman revienne de voyage. Oui, j'ai perdu ma mère très tôt, ça a été quelque chose de fondateur parce que peut-être que c'est grâce à ça que le dessin est devenu aussi important. Malgré tout, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse, très entourée, et avec tous les conflits à la fois religieux et sociétaux qu'il peut y avoir dans une famille juive moderne. Donc j'étais armé pour la vie laïque et républicaine, je crois. Et justement, c'est ce que vous mettez en exergue dans votre BD Le Chat du rabbin dont nous allons parler. Mais d'abord, dès l'âge de 15 ans, vous envoyez à des éditeurs un projet de bande dessinée par mois. Toutes vos propositions sont refusées, c'est très ironique aujourd'hui quand on y pense. Vous passez une maîtrise de philosophie à l'université de Nice, vous entrez aux Beaux-Arts de Paris, vous êtes d'ailleurs aujourd'hui professeur. Vous êtes ce qu'on appelle, je crois, chef d'atelier. C'est ça. Et vous conseillez d'ailleurs à vos élèves de se punkiser, un peu comme vous, Joël. J'ai dit ça, oui, quelqu'un m'avait dit quand j'étais étudiant, si tes parents aiment ce que tu fais, c'est que c'est de la merde. Ça m'avait beaucoup fait rire, donc j'ai gardé la phrase. Et vous conseillez à vos élèves de faire tout ce qu'ils s'empêchent de faire. Je crois que c'est un peu ça. Oui. Il faut y aller, quoi. Oui, moi on m'a dit comme l'échec est possible, autant se planter en faisant un truc qu'on aime vraiment bien. C'est ça. À l'âge de 22 ans, 1993, vous passez la porte de l'atelier Nawak, qui n'a pas pour nom n'importe, et vous faites la connaissance de multiples dessinateurs confirmés, et depuis ce temps, vous n'arrêtez plus. Une œuvre d'une originalité absolue. La profondeur de vos histoires n'exclut jamais la drôlerie ou la sensualité, disent les Beaux-Arts. Ces personnages ont la truculence de ceux d'Albert Cohen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je sais pas si je mérite tout ça, mais je m'amuse bien en tout cas, et j'essaie de travailler avec des moteurs intimes en disant tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire ? Puis voilà. Alors, je peux pas m'empêcher de penser au livre, le livre de ma mère que j'ai dans les mains, que vous n'auriez pas pu écrire à 3 ans, mais que vous pourriez peut-être penser à adapter avec votre regard de maintenant, comme si. Est-ce que c'est une idée ? Je sais pas, mais oui, Albert Cohen a été fondateur chez moi parce qu'à la fois il s'approprie les lettres françaises d'une manière très singulière, et son amitié avec Marcel Pagnol est pas étrangère peut-être à ce que j'écris, à ce que je raconte. Enfin, je me suis beaucoup identifié à Albert Cohen quand j'étais jeune lecteur. Johann Sfar, on dit que vous êtes de ceux grâce auxquels la bande dessinée s'est éveillée à une vie nouvelle dans les années 90, avec plus d'une 150 albums à votre actif, de Donjon à Klezmer, à Chagall en Russie, sans oublier Petit Vampire ou encore même Aspirine, et bien sûr votre chef-d'œuvre, Le Chat du rabbin, publié chez Dargaud et vendu à bien plus d'1 million d'exemplaires dans une vingtaine de pays, traduit en hébreu et en arabe, avec votre petit dernier, bien sûr, non pas votre dernier fils, mais Le Ministère Secret. Alors quel est votre secret justement ? Vraiment, j'en ai pas. J'adore lire des livres. Auteur, je sais pas ce que c'est, mais lecteur, je vois bien. Et au milieu de mes lectures, de temps en temps, je fais un livre. Après, j'ai eu de la chance, c'est que Le Chat du rabbin, c'est ce qui me plaisait le plus, et c'est ça qui a marché le mieux.
Alors, à chaque fois que je reprends le chat, je suis content comme tout. Bon, on est content aussi. Vous dites aussi accorder autant d'importance aux mots qu'aux images, aussi à l'aise devant les planches que face à votre écran d'ordinateur ou derrière une caméra. Vous êtes un peu multifonction. Il n'y a pas de barrière entre le dessin et l'écriture pour vous? Ah oui, il faut que ce soit la même chose. C'est très bizarre, hein, mais j'ai l'impression que les bandes dessinées, c'est de l'oralité. C'est-à-dire quand je mets les mots, j'ai pas l'impression de les écrire. C'est plus comme le théâtre. J'ai l'impression que les personnages parlent réellement. Vous dites aussi la BD, c'est quelque chose de compulsif. On en a parlé en préambule de cette émission. On doit en faire beaucoup. Et comme disait Charlier, c'est plus facile de mener 10 histoires qu'une seule. C'est votre manière de travailler aussi. Vous faites beaucoup de choses en même temps. Oui, et il y a quelque chose de très talmudique dans le fait de commenter en permanence le livre d'avant, le livre d'après, le livre d'à côté. Donc, il y a un maillage dans mes bouquins qui fait qu'ils fonctionnent tous ensemble. J'ai l'impression que c'est l'ensemble qui forme une œuvre, je sais pas, mais enfin un gros sac d'histoire, quoi. Alors parlons de ce fameux chat sans nom qui se dit être le Moïse des chats, mais à l'origine bien sûr Imhotep, un diabolique assumé qui vous a beaucoup inspiré, puisque disons-le dans tous les sens du terme, et disons-le, votre chat du rabbin, on l'aime tellement, mais il est vilain. Non, on peut pas dire ça. Enfin, moi, je l'aimais, et j'ai eu ce chat pour de vrai, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspiré parce qu'il avait une tête de sphinx ou de petite momie. C'est ça. Voilà, c'est un mystère. Vous disiez pour la petite histoire, en 2000, vous êtes rendu chez une éleveuse de chats. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, il y avait plein de chats, puis j'avais un grand manteau et celui-là a sauté dans ma poche et il voulait pas en sortir. Et quand une créature me démontre de l'affection, j'ai tendance à la rendre et j'ai gardé ce chat, voilà. Vous dites quand même, c'était le plus moche et le plus étrange chat que j'avais jamais vu. Et je me suis dit, c'est celui-là. Bah ouais, il avait pas de poils, il avait des grandes oreilles, il avait des grands yeux, il avait l'air d'une chauve-souris sans ailes. C'est ça. Il y avait tout pour que je m'y intéresse. Mais peut-être c'est très juif, ça aussi. Il y a d'étranges fruits qui poussent sur l'arbre du judaïsme et parfois c'est ceux auxquels on s'attache le mieux. Vous dites, et je vais le dire avec humour sur le site Les Libraires, vous précisez, il s'appelle Imhotep et il parle tout le temps. Au début, tu te dis qu'il est con et puis tu te dis qu'il essaye peut-être de t'expliquer un truc, que tu ne comprends rien et ça doit être douloureux pour lui. Il a une vraie histoire, ce chat Imhotep qui est décédé quand il avait 18 ans, donc c'est qu'il a très bien vécu. Il vous a beaucoup inspiré. Non, j'ai eu plein de chats, je peux vous dire le secret. Un chat, c'est complètement idiot en fait. On s'imagine toujours qu'ils ont plein de choses à raconter, mais en réalité, c'est notre besoin désespéré de faire sens. Et c'est là-dessus que je travaille. C'est sur qu'est-ce qu'il pourrait dire s'il parlait. Voilà. Et alors justement, vous sortez le chat du rabbin, tome 11. Difficile de retracer les 10 derniers tomes de votre chat du rabbin, mais est-ce que vous pouvez quand même nous parler de l'ADN sucré-salé de votre histoire? Parce que bien sûr, il y a les fans qui n'en ont jamais raté une miette, les aguerris, mais aussi ceux qui ne le connaissent pas. Le synopsis. Il y a un sujet dans le chat qui transcende tout, c'est qu'est-ce qu'on va faire du judaïsme en fait. D'un côté, on a envie de le mettre au congélateur pour qu'il change pas, mais ce serait pas très drôle. De l'autre, on veut le rendre soluble dans le monde contemporain, mais on a peur qu'il disparaisse comme un cachet d'aspirine. Donc on sait pas quoi faire de notre tradition sociétale et religieuse. Et ces interrogations très juives, je trouve qu'elles chantent avec le reste de la société parce que ce sont des questions que tout le monde se pose. Et je dois dire, j'aurais aimé en avoir fini assez tôt avec le chat en me disant ces questions sont réglées, mais elles sont réglées pour personne et elles deviennent de plus en plus brûlantes. Donc, tant que j'ai l'impression que c'est le sujet, j'y reviens. Alors, dans ce chat, bien sûr, ce chat du rabbin, vous interrogez, vous enseignez finalement la Torah, le Talmud, la Mishnah, la Gemara. Et le chat, il faut le dire, il manque pas de contredire son rabbin. Oui, c'est l'idée de l'élève qui amène autant autour de la table que le maître. Et moi, j'enseigne rien du tout. Moi, quand je commence un livre, j'y connais rien. Et je me documente. Et finalement, le moment de l'étude, le moment de la recherche de documents est aussi long que le moment de l'écriture. Là, sur le 11e chat du rabbin, j'ai voulu parler des miracles et je me suis replongé dans le texte biblique pour travailler sur le prophète Élie, dont je ne connaissais rien du tout. Et ça m'a semblé un sujet plein de paradoxes, très étrange et très âpre, qui se dérobe à l'interprétation. Et quand j'ai l'impression de rien comprendre, alors je fais un livre sur le sujet. Mais vous voyez, je suis vraiment pas enseignant, je suis narrateur, c'est très différent. Dans ce numéro, le téléphone de Dieu, bien sûr, puisque c'est par là que cela commence, où en fait ce chat dit qu'il a le numéro de téléphone de Dieu. Bon, on va pas raconter la suite, bien sûr, mais il faut la lire pour la vivre. Mais je crois que réside beaucoup de règles de vie, hein, c'est ce que vous me dites aujourd'hui, de conseils, je ne sais pas, notamment par le chat qui échange donc avec sa maîtresse Zlabia, qui est merveilleuse, une pâtisserie au miel, en mettant en relief le fait qu'elle s'enfasse, pour la sœur de son ami qui est Knidelet, qu'elle ne connaît pas, et lui indique en somme, le chat lui dit « À quoi bon s'en faire, puisque tu ne connais pas la sœur de ton ami qui visiblement a un souci parce qu'elle doit donner naissance à un enfant, mais on s'en fait pour cet enfant ».
Est-ce que le chat n'essaye pas de lui dire qu'il faut essayer de s'en faire pour les autres, de ne pas s'en faire pour les autres, comme un moyen de se protéger? Est-ce que ça, c'est très juif ou pas? Moi, je crois qu'il est encore plus égoïste que ça. Il se demande si ça sert à quelque chose de faire des prières ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est comme le Père Noël, on va demander un cadeau, on va le recevoir, ou est-ce que on sait que la prière faite face à un mur blanc n'aboutira à rien? Et comme disait Lévinas, c'est dans ce retrait de Dieu qu'il faut chercher la spécificité juive. Mais enfin, aller dire à un adulte qui a peur de perdre un être cher que sa prière va aboutir à rien, et là on risque de perdre l'attachement aux faits religieux. Donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est est-ce que des grandes personnes croient encore aux miracles et où est-ce qu'ils les mettent dans leur imaginaire? Et alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous. Est-ce qu'il faut prier? Il faut pas prier? Parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses dans votre BD. Il y a ceux qui vont s'y trouver dans la prière en disant que ça sert à quelque chose et d'autres pas. Le vrai sujet pour moi il est là, c'est échapper au nihilisme sans tomber dans le conte de fées. Donc il y a un passage très ténu où on va réussir à sacraliser le réel sans tomber dans du charlatanisme, et je crois que c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Moi j'aime bien poser des questions à mes lecteurs, je suis pas là pour leur faire la mort. Moi j'aimerais bien que mes lecteurs terminent le livre sans savoir si je suis croyant ou pas, sans savoir si je suis religieux ou pas, et je préfère que les lecteurs et les lectrices m'amènent la réponse quand ils viennent me voir. Alors justement, moi je suis une lectrice et je n'ai pas la réponse, mais j'ai envie de vous dire que quelque part, on vous demande très souvent si vous êtes le chat du rabbin, si vous êtes le rabbin dans cette longue histoire que vous avez commencé en 2001, et depuis j'imagine que vous avez bien évolué. Vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus le rabbin que le chat, mais finalement, est-ce qu'au départ, vous n'étiez pas un peu Zlabia? Est-ce que c'est pas votre grand-père qui est ce rabbin? Parce que je crois que votre grand-père était rabbin. Non, mon grand-père n'était pas rabbin. Il avait fait des études pour être rabbin. Voilà. Il venait d'Ukraine, et quand il a quitté son pays, la veille du départ en France, son rabbin lui a dit « Tu sais, on arrive en France, là-bas c'est un pays civilisé, alors tous les trucs qu'on fait, manger cachère et tout, tu arrêtes. » À la suite de ça, sa famille a été décimée pendant la Shoah par balle, et il est devenu anticlérical. Et donc son savoir, il le mettait au service de faire des provocations. C'est-à-dire qu'il écrivait des gros mots en hébreu sur les nappes des restaurants cachères, etc. Donc lui, c'est le chat. C'était vraiment mon grand-père. Zlabia, c'était ma grand-mère séfarade d'Algérie, qui était une dame d'une beauté époustouflante et qui a vécu toutes sortes de choses, mais beaucoup dans son imaginaire aussi. Et le rabbin, c'est vrai, ce sont les rabbins que j'ai vus à Nice quand j'étais petit, qui étaient des rabbins d'Algérie et qui m'ont beaucoup appris par leur humilité, par leur bonhomie, par la manière qu'ils avaient de faire chanter la tradition juive avec une tradition livresque et philosophique occidentale. Et j'ai eu la chance de découvrir le judaïsme par des prêtres qui étaient singulièrement humanistes. Moi, à 50 ans, je me permets de plus choisir entre tout ça. J'aime bien être incohérent, j'aime bien pas répondre aux questions, et je suis très heureux dans le bain incohérent dans lequel j'ai grandi. Mais vous savez, chacun a sa cohérence, parce que je ne connais pas deux juifs qui pratiquent de la même manière. Donc finalement, c'est chacun a sa foi. 11 volumes que vous faites, vous dites, où vous faites de l'argent sur le dos des rabbins sans jamais les remercier. Alors c'est l'occasion de le faire, Johann Sfar. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Moi je refuse les débats qu'on nous met actuellement dans la société en faisant croire que les prêtres seraient les ennemis de la laïcité. Or, très souvent, c'est l'inverse. Très souvent, il y a des prêtres et des religieux qui sont ravis qu'il existe des espaces neutres dans notre société, qui sont apaisants. Et je crois que, comme de la même manière qu'il y a un lieu pour acheter un pain au chocolat, il y a un lieu pour pratiquer le sacré ou pour le réfléchir. Et il y a des espaces où on peut se rencontrer. Et je crois que notre société a toujours été très bienveillante aux diverses croyances, et y compris, je l'espère bien, à l'agnosticisme. Et voilà, c'est parfois surprenant de voir que les débats qu'on nous impose ne tiennent pas face au réel, quoi. Pour écrire ce chat du rabbin, où vous parlez constamment, bien sûr, de Torah, de Talmud, de Mishnah, de Gemara, il vous faut étudier beaucoup, j'imagine? Non. Moi, je suis Kol Israël, je suis le grand public. Moi, Moïse, il a pas donné l'étape de la loi juste aux érudits. Moi, je suis le Hamar qui sait rien du tout, mais quand même, il est à la synagogue. Alors, il va avoir sa petite opinion. Moi, je suis comme le chat. C'est-à-dire, quand j'ai mon opinion, d'abord, je la dis, après, je réfléchis. C'est ce que vous faites donc dans vos BD. Oui, bien sûr. Incroyable. Alors, vous dites que il faut garder la religion comme un guide. La religion, c'est comme un prof de sport ou un garagiste aussi. Vous dites que ça fait partie de l'hygiène. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un rabbin que j'avais à Nice qui disait, nous sommes les garagistes de la foi. C'était une manière de dire, comme Emmanuel Kant, on est tellement occupé pendant l'année qu'il nous reste 20 minutes par an pour nous interroger sur la transcendance. Mais on le dit très bien quand on explique dans les commandements qu'un juif n'a pas le droit de s'interroger sur la nature de Dieu, qu'il vaut mieux appliquer les commandements. Donc c'est tout de même, à force de parler de transcendance, on a tout de même une religion qui relève beaucoup de l'horizontalité et beaucoup de l'immanence. Donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Se demander si la loi aide à vivre mieux plutôt que de s'interroger sur la présence du Très-Haut. Moi, je suis assez sensible à ce discours.
J'ai envie de vous poser une question puisque vous êtes quand même, j'imagine, au fait. Je m'adresse au rabbin en vous, même si voilà, on dit que ce n'est pas le cas. Il paraît que c'est péché d'avoir des animaux et notamment un chien parce que cela coupe le mazal. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue? Est-ce que vous êtes renseigné sur ça pour écrire votre chat du rabbin? Mais je crois qu'on peut le dire plus simplement. Il y a les Juifs se sont beaucoup fait aboyer dessus et courir après au cours de leur histoire. Et le chien, c'est l'animal du propriétaire terrien. Donc il y avait une petite distance respectable. Mais ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, le pays où on a le plus d'animaux domestiques, c'est Israël. Les Israéliens sont fous des chiens, ils en ont partout. Et il y a des chats partout. Voilà, c'est-à-dire ça, il y a toujours eu. Ça, les chats et les Juifs, il y a une espèce de logique. Tout à fait. Mais le chien, il faut d'abord avoir un jardin où le mettre. Donc tant qu'on sait pas où le mettre. Mais la passion des Israéliens pour les chiens, ça m'intéresse beaucoup. Elle est incroyable, en effet, je confirme. J'ai eu l'histoire de chiens quand j'étais adolescent, avec beaucoup d'autres jeunes juifs. Je m'occupais de la sécurité de la synagogue de Nice. Et on a eu un grand débat un jour, c'est qu'il y a un copain qui voulait que son chien serve de chien de garde lors des rassemblements juifs. Et le problème, c'est que c'était un berger allemand. Et ça a causé des débats sans nom. Eh bien, bien sûr. Et je me rappelle encore, voilà. Et il y a une blague aussi avec je crois que c'est ce Doberman où quelqu'un dit, quelqu'un qui va à la synagogue dit, je voudrais que mon Doberman soit juif, je vais l'amener et sinon je vous ferai un don si vous voulez bien le circoncire. Et le rabbin dit, non, c'est impossible. Il dit, mais il s'appelle Doberman. Ah, amenez-le. C'est voilà, c'est une petite histoire un peu drôle que j'ai du mal à vous raconter, mais que beaucoup de gens connaissent. Mignon. J'ai tendance à penser, Johann Sfar, que vous êtes finalement un peu un humoriste, un intellectuel à la fois qui déverse ses dires en dessinant comme vous écrivez des phrases et alors vous faites les deux pour vous éviter de dire, mais pourtant vous êtes loquace. Que pensez-vous de cela ? Je me méfie de la chair du professeur ou du rabbin. J'essaye de parler au même niveau que mon lecteur. Donc j'amène pas un discours très fini, mais en revanche, il y a un flux. C'est pourquoi je parle d'oralité. Je crois que j'ai vraiment quelque chose du griot. Il y a un flux et j'espère que la lectrice et le lecteur ont leur place pour intervenir. À ce titre, les réseaux sociaux sont pas inutiles parce qu'ils permettent un contact sans médiation. Vous échangez beaucoup ? Beaucoup parce que ça fait quelque chose qui continue d'exister entre les livres et je me nourris aussi beaucoup des commentaires de ces choses-là. Donc le discours ininterrompu, ça me va beaucoup. Une question personnelle à présent, Johann Sfar. Cela n'échappera à personne. Les gens qui vous entendent aujourd'hui sur notre antenne, vous allez extrêmement vite. Vos idées sont très précises. Votre anticipation ou réaction, je ne sais pas, mais vos idées sont en tout cas très construites. Et vous répondez du tac au tac. Et puis c'est une petite partie dans notre émission, vous verrez tout à l'heure. Alors je me permets quand même de vous demander si vous faites partie de la team des surdoués. Non, je crois pas. Je sais pas ce que c'est un surdoué. Des boulimiques, des gourmands, oui, ça j'aime bien. Est-ce que vous pensez que c'est la richesse de ce que vous lisez qui vous permet d'avoir ce discours extrêmement construit aujourd'hui ? Mais d'abord, je dis beaucoup n'importe quoi, mais il est certain que je suis lecteur avant d'être auteur. Ça, c'est sûr. Si on n'aime pas lire des livres, il faut pas vouloir en écrire. Ça, c'est sûr. Je vous regarde depuis tout à l'heure et j'observe quand même aussi cette petite naïveté presque enfantine dans ce rire, cette façon de s'émouvoir même en ayant préparé cette émission. Est-ce que vous avez gardé votre âme d'enfant, Johann Sfar, à 50 ans ? On choisit ce qu'on veut garder. En tout cas, je suis content d'être là. J'essaie d'être de bonne humeur. Et quand je fais un truc, j'essaie que ça me fasse plaisir. Mais vous l'êtes toujours de bonne humeur. Alors, ça va. Oui, ça va. On va parler à présent de votre ministère secret, bien sûr, Trembler en France. En parallèle de votre chat, je le disais, votre dernière BD, dont le tome 1 est sorti l'année dernière, le tome 2 donc vient de sortir, qui s'appelle Trembler en France, et dont vous annoncez déjà le tome 3. Le tome 3 dans la 4e de couverture, qui s'appellera La guerre des possibles pour bientôt. Grosso modo, c'est l'histoire des présidents de la République qui intègrent le ministère secret après la fin de leur quinquennat, parce que c'est à ce moment-là que finalement le véritable travail commence pour résoudre toutes les pires menaces que le peuple de France n'a pas le droit de connaître, sinon il ne dormirait plus dans leur quinquennat. Révélez-nous quelques-uns des secrets, promis, ça va rester entre nous. Oui, le ministère secret, c'est un peu le bureau des légendes, mais avec Sarkozy et Hollande. Et l'idée, c'est de répondre aux complotistes. Alors quand on croise un complotiste, on va pas lui dire tu dis n'importe quoi parce que ça va l'énerver. On va lui dire non mais t'as raison, la réalité est encore pire. Donc le ministère secret, c'est ok, tombeau ouvert sur les bêtises. Et avec mon camarade Mathieu Sapin, on est un peu spécialiste en bêtises, donc je crois qu'on est allé assez loin. Vous le mettez en lumière d'ailleurs dans la BD. Mais oui, c'est le héros parce que il a une vie pour de vrai qui ressemble à celle de Tintin Reporter, c'est-à-dire un coup il passe 4 ans avec Depardieu, un coup il suit François Hollande, un coup il fait un reportage sur je ne sais pas quoi, là sur Notre-Dame de Paris, je sais pas quoi. Et donc on a un copain qui est reporter dessinateur et ça m'a amusé de lui inventer des aventures fictives, voilà, dans le ministère secret. Alors vous parlez de président de la République, nous sommes à l'aube de la présidentielle 2022, vous vous
bien amuser toujours sur les réseaux sociaux, vous commentez l'actualité assez souvent, vous réagissez même à l'actualité. Et donc, est-ce que les prémices de cette présidentielle promettent de bien vous amuser ? Ça m'amuse assez moyennement parce que, enfin, je dis jamais aux gens pour qui voter, je me permettrai pas. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est l'idée que l'opinion individuelle est de moins en moins d'importance et qu'on nous traite en mode big data, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer du clash pour susciter de l'adhésion ou quoi. Et la prime au plus violent, moi, ça me met toujours assez mal à l'aise. Et je me dis que la majorité silencieuse est celle qui est la moins représentée en France. C'est-à-dire que les gens qui ne se considèrent pas comme extrémistes, qui ne veulent pas de haine et qui voudraient que ce pays continue de rester respirable, ça c'est un groupe qui a assez peu de représentants à mes yeux dans la classe politique. Johan Sfar, romancier, scénariste, réalisateur, auteur de la célèbre BD Le Chat du Rabbin, dont le tome 11, La Bible pour les chats, vient de sortir aux éditions d'Argo, avec également, on vient d'en parler, le deuxième tome du Ministère secret de Tremblay en France, co-dessiné avec Mathieu Sapin. Vous êtes notre invité aujourd'hui sur Radio J et on va continuer à parler avec vous et de vous dans cette émission. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels et parmi eux, Christophe Barbier, Jérém Rage pour parler théâtre, gastronomie et plus encore, juste après le rappel des titres sur Radio J.